Merci. Merci beaucoup, Frédéric et l'équipe de ça, invité à faire cette conférence. Merci beaucoup aussi à Pascal Marty et à toute l'équipe de la Maison française d'Oxford qui m'a si bien accueilli. Et effectivement, le point de départ de cette conférence, de l'idée de cette conférence, c'est la tapisserie la tapisserie 18 ans. Je remercie aussi Anne-Sophie Lévinas pour les photographies, notamment la photographie d'archives, puisque c'est une tapisserie qui a pris place dans la Maison française d'Oxford juste après sa construction. En fait, c'est un ameublement qui a été conçu en harmonie avec le bâtiment, et la tapisserie est là depuis l'origine. Donc, c'est vraiment un élément du patrimoine de la Maison française d'Oxford. Et je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir vous parler à la fois de cette tapisserie, mais d'élargir aussi mon propos au dépôt de tapisserie au Royaume-Uni, puisqu'en fait, comme vous le verrez, vous avez ici au Royaume-Uni beaucoup de chance, parce que vous avez des tapisseries qui couvrent vraiment, je dirais, peut-être pas toute l'histoire de la tapisserie française, mais en tout cas, sont autant de jalons qui permettent d'expliquer l'évolution de la tapisserie française. Donc, de m'appuyer sur tous ces dépôts pour vous raconter tout ça. Alors, avant de vous parler, donc 10 000 ans à proprement parler, parce qu'il faut toujours replacer un artiste dans son contexte, une œuvre dans son contexte, à la fois institutionnel et dans l'histoire de la tapisserie. Donc, je voudrais d'abord vous parler de l'institution pour laquelle je travaille, qui est le Mobilier National. Je travaille depuis 6 ans. Et qu'est-ce que le Mobilier National? C'est une institution qui est héritière du garde-meuble royal et impérial. Donc, c'est une institution qui a commandé du mobilier depuis Louis XIV jusqu'à aujourd'hui, sans interruption, enfin, quasiment sans interruption. C'est-à-dire assez exceptionnel cette continuité de cette institution qui, malgré tous les changements de régime politique, a toujours été présente et qui, du coup, a toujours commandé et produit des œuvres pour le pouvoir en place. Et ce qui fait que nous avons une collection absolument extraordinaire de mobilier, une sorte de ruban continu d'histoire de l'art dans le domaine du mobilier qui est assez exceptionnel. Donc, on a 130 000 biens, pardon, donc à la fois mobilier, objets d'art qui vont donc à la fin de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. Et nous avons 600 adresses de dépôt en France et dans le monde. Donc, ça nous fait pas mal de travail. Mais c'est passionnant. Autre date importante pour le mobilier national, c'est 1936, au moment où les manufactures des Gobelins et du Beauvais sont rattachées au mobilier national, donc qui est devenu national, hein, avant un garde-meuble, comme je vous disais, royal, impérial, qui est devenu ensuite national. Et là, vous avez une image du bâtiment dans lequel je travaille, qui est situé dans le 13e arrondissement, qui est un bâtiment d'Auguste Perret, donc l'architecte qui a, vous savez, reconstruit entièrement la ville du Havre. Hein. Vous connaissez bien son architecture très fonctionnelle. C'est un bâtiment qui a été conçu pour être un garde-meuble et qui s'installe dans le 13e arrondissement au moment de la fusion, je vous disais, du garde-meuble avec les manufactures qui sont juste à côté, dans l'enclos historique des Gobelins, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, juste un petit aperçu de nos collections. C'est vraiment pour vous montrer à quel point on passe vraiment de collections très patrimoniales à des collections très contemporaines. Là, vous avez à gauche un siège qui a été fait par Séné pour Marie-Antoinette et à droite un fauteuil de Pierre Paulin. Donc, ça, c'est pour le mobilier en siège, la limite en siège. On a du mobilier d'ébénisterie, donc à gauche un cartonnier d'André Charleboul et à droite un grand meuble d'appui de Jacques-Émile Rouleman qui avait été créé pour le Palais de l'Élysée. Et des bronzes, alors ça c'est la collection dont je m'occupe plus particulièrement, même si on a un côté transversal dans nos missions, c'est la collection dont je m'occupe. Les tapis,
à gauche, un tapis de l'époque Louis XIV, à droite, un tapis, des dernières créations de la manufacture de la savonnerie, tapis trésor. Mais les techniques sont toujours les mêmes, hein. C'est ça, je vais vous l'expliquer, mais la technique de tissage est exactement la même. Et pareil pour les tapisseries, à gauche, une tapisserie du début du XVIIe siècle d'après des cartons d'Antoine Carmy, et à côté, une tapisserie d'après un carton de Le Corbusier de 1967. Nous avons 7 ateliers de restauration qui restaurent nos collections. Donc, quand les collections sont en mauvais état, elles reviennent à Paris, elles sont restaurées dans nos ateliers, puis elles repartent dans leur lieu de dépôt, ou alors elles restent en réserve si elles sont trop fragiles ou trop patrimoniales. Donc, ça couvre vraiment tous les domaines du mobilier, la menuiserie, l'ébénisterie, la restauration de tapisserie, la restauration de tapis. Et moi, je fais partie du service qui s'appelle l'inspection du mobilier national. Alors, les conservateurs, les responsables de collection du mobilier, on les appelle des inspecteurs, parce qu'en fait, on inspecte le mobilier dans les lieux de dépôt. Donc, notre principal dépositaire, c'est le Palais de l'Élysée. Tout à l'heure, je ne vous ai pas commenté, mais vous voyez le bureau le principal dépositaire, c'est le Palais de l'Élysée. Là, à droite, vous avez le bureau de Salon-Doré, donc le bureau du président de la République, entièrement meublé par le Mobilier national. C'est vraiment notre principal dépositaire. Et puis, nous avons effectivement les ministères, les ambassades et beaucoup d'autres lieux dans le monde des institutions. Et donc, je vous disais, une fois qu'on inspecte le mobilier, si on juge que l'œuvre est trop fragile ou qu'elle est en mauvais état, on demande à son retour à Paris et elle est restaurée. Mais cette inspection qu'on réalise dans les lieux de dépôt, elle a aussi une vocation scientifique, puisque c'est le moment où on peut aussi relever des marques anciennes sur les meubles, comprendre la fabrication d'un meuble, retrouver des attributions qui avaient été oubliées ou qui n'avaient jamais été faites. Donc c'est vraiment un moment de recherche scientifique pour nous et un travail vraiment de terrain. Et à votre droite, vous avez une capture d'écran de notre site internet. Alors, si vous aimez le mobilier, en particulier le mobilier français, je vous invite à aller sur ce site qui est très bien fait, qui s'appelle MM Lab, et où vous avez toutes nos collections quasiment. Tout n'est pas forcément en ligne, parce que tout n'est pas. On n'a pas forcément des belles photos pour tous les hommes, mais vous trouverez les principales œuvres réparties par typologie et par époque. Enfin, le moteur de recherche est très très bien fait. Donc, si vous aimez ça, je vous invite à parcourir ce site. Et donc, dans le cadre de l'inspection, moi je suis responsable du Quai d'Orsay. Et donc, le Quai d'Orsay, ça inclut également toutes les ambassades, toutes les institutions qui sont liées au Quai d'Orsay. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venue il y a un an, en mai de l'année dernière. C'est un vrai plaisir et j'ai inspecté donc différents lieux de dépôt au Royaume-Uni, donc principalement Londres et Oxford. Donc là, vous reconnaissez à la fois la résidence de l'ambassade de France à Londres, la chancellerie, Notre-Dame de France à Londres et l'Institut français et évidemment la Maison française d'Oxford. Alors, juste pour vous donner une idée des chiffres, on a 2500 biens qui sont déposés à l'étranger. Et les tapisseries, c'est vraiment le type de bien que l'on dépose le plus. Il y a 380 tapisseries qui sont actuellement en dépôt à l'étranger. Et au Royaume-Uni, vous êtes assez gâtés, à la fois en qualité et en quantité. Vous en avez une quinzaine. Et c'est vraiment, ce sont des tapisseries qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui couvrent une grande période de l'histoire de l'art, parce que les premières remontent à Louis XIV et les dernières sont vraiment tombées de métier il y a moins d'une dizaine d'années. Et donc vous avez une chance incroyable parce que après il faut aller les voir sur place. J'espère que je vous donnerai envie d'aller voir ces œuvres sur place. Mais en tout cas, j'ai eu envie d'appuyer ma conférence sur tous ces dépôts. Je ne vais pas tous les balayer, mais en tout cas les principaux, pour vous expliquer, pour resituer la tapisserie du Pont dans l'histoire de la tapisserie française.
Et donc, je vais me servir de ces dépôts, chacun de ces dépôts, comme une sorte de pas japonais, voilà, qui vont jalonner l'histoire de la tapisserie française. Alors, mon premier pas japonais, ça va être les tapisseries qui ont été créées au tout début de la manufacture des Gobelins sous Louis XIV et qui sont actuellement en dépôt dans la salle de bal de l'ambassade de France à Londres. Alors, vous n'avez peut-être pas tous accédé à cet espace-là, mais je ne sais pas si c'est ouvert, pour les gens du patrimoine ici. Alors, en tout cas, si vous y retournez, je vous invite vraiment à regarder de près ces tapisseries qui sont des chefs-d'œuvre. Moi, j'étais vraiment ravie de les voir parce que je m'intéresse plus particulièrement au début du règne de Louis XIV. Et c'est vrai que ça compte parmi les chefs-d'œuvre qui sont sortis, qui sont tombés des métiers à ce moment-là et qui montraient une vraie volonté de produire des œuvres de grande qualité par la cour de France. Donc, c'est une série. Alors, oui, juste un petit mot pardon, sur les créateurs de la manufacture royale des Gobelins. Donc, en 762, deux personnes importantes, Jean-Baptiste Colbert, donc le grand ministre de Louis XIV, qui a été à peu près à la tête de tous les portefeuilles possibles, notamment les affaires culturelles. On dirait qu'aujourd'hui on appellerait ça les affaires culturelles. Donc, il était surintendant du bâtiment du roi et en même temps, il dirigeait les finances. Donc, il avait moyen d'agir, on va dire. Et il a eu l'idée de créer la manufacture de tapisserie des Gobelins parce qu'il en avait marre qu'on importe des tapisseries des Flandres ou d'ailleurs, parce que ça coûtait cher. Et donc, il s'est dit, bah, plutôt que d'importer des tapisseries, on va former des épiciers, des artisans qui sont capables de fabriquer des tapisseries, pour pouvoir fournir le roi directement. L'idée, c'était d'avoir plus d'exportation que d'importation. Et c'est pour ça que c'est dans ce contexte-là qu'a été créée la manufacture des Gobelins. Et à droite, un personnage très important qui est Charles Lebrun, qui était premier peintre du roi et qui a été nommé directeur de la manufacture un an après sa création, en 1663, et qui fournissait à peu près tous les modèles de ce qui était fabriqué au Gobelin. C'est-à-dire à la fois le mobilier, l'orfèvrerie, les tapisseries. C'était vraiment une sorte de directeur qui donnait une unité de style à toute la production des Gobelins. Et je vous montre une tapisserie qui est parmi nos plus célèbres dans nos collections, où on voit Louis XIV qui visite la manufacture des Gobelins. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes sortes d'artisans, des orfèvres, des ébénistes, des tapissiers, ce qu'on appelle des tapissiers, à l'époque, les artisans qui fabriquaient des tapisseries. Et tout ce monde-là travaillait dans une sorte de petit village, donc je vous disais, au Gobelins, et qui travaillait de concert pour meubler les maisons royales. Alors aujourd'hui, cet enclos où travaillaient tous ces artisans existe toujours. C'est là où je travaille, hein, en plus du bâtiment de Pérec qui est juste à côté. C'est vraiment un endroit très privilégié. On a l'impression d'être à la campagne quand on est dans cet endroit-là, pas du tout au cœur de Paris. Parce qu'à l'époque, on était en dehors de Paris, on était au Faubourg Saint-Marcel, donc vraiment au-delà des portes de Paris. Et comme je vous disais, les artisans vivaient sur place, ils avaient même leur famille qui vivait là, et ils avaient des ateliers tout de suite à côté. Et là, à droite, vous avez un bâtiment, vous voyez, jaune, là, tout en longueur, qui est le bâtiment où se trouvent les métiers de faire de la tapisserie, les métiers de haute-vis, c'est la plupart de quoi il s'agit. Ce bâtiment n'a pas changé depuis Louis XIV, et on continue de faire des tapisseries de la même façon depuis Louis XIV dans ce bâtiment. Là, juste pour l'anecdote, je vous montre une estampe qui représente une fête, une sorte de fête du personnel avant l'heure, de tous les artisans de la manufacture qui se réunissaient donc pour faire la fête une fois par an et qui dressait un grand mât en l'honneur de Charles Lebrun, donc le directeur, tous les ans pour voilà, fêter la manufacture. Alors, je reviens à mes tapisseries qui sont à la résidence de l'ambassade. Elles appartiennent à une série de tapisseries. Alors, on dit une tapisserie pour une pièce unique et on dit une tenture pour une série de tapisseries qui sont sur le même thème, qui déploient la même thématique, mais déclinées sur plusieurs tapisseries. Et donc, cette tenture-là, le thème, ce sont les maisons royales.
Donc, chaque tapisserie représente une maison royale, puisque vous savez que la cour, à l'époque, était encore itinérante. Hein. Louis XIV s'installe définitivement à Versailles en 1682, donc après. Et là, vous avez le palais royal, et sur l'autre, vous avez le château de Madrid, un château qui a disparu, qui a été détruit à la fin du XVIIIe siècle, et qui avait été construit par François Ier à l'emplacement du bois de Boulogne à la Tuile. Donc, toutes ces tapisseries, elles sont construites de la même façon. Vous avez une sorte de théâtralisation, hein, avec un grand portique comme ça, des drapés, et à l'arrière-plan, donc une maison royale et une scène de cour. Donc, ici, vous avez un bal, et là, vous avez une scène de chasse. Donc, c'est vraiment les activités de la cour de Louis XIV associée à une maison. Et au premier plan, c'est ça qui est intéressant, vous avez aussi un certain nombre de pièces de la collection de Louis XIV qui ont disparu. C'est pour ça que ces tapisseries sont précieuses aussi d'un point de vue historique, parce qu'elles nous permettent d'avoir connaissance d'objets qui ont aujourd'hui disparu. À la fois, vous voyez, par exemple, le château de Madrid a disparu, donc on a un témoignage grâce à cette tapisserie de son apparence. Et vous avez également au premier plan, alors je vais vous donner une autre pièce de la série parce que la photo est plus lumineuse, des pièces d'orfèvrerie qui sont issues du mobilier d'argent de Louis XIV. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mobilier d'argent, mais c'est un mobilier qui était absolument extraordinaire, que Louis XIV avait fait fabriquer au Gobelin, justement, et qui étaient des pièces gigantesques en argent massif. Il faut imaginer quand même une chose. Elles ont toutes été fondues par Louis XIV lui-même en 1689 pour financer la guerre, mais ces pièces, c'est une espèce de réserve monétaire aussi, hein, ça fonctionnait un peu dans les deux sens. Et ces tapisseries sont très très importantes parce qu'elles justement gardent le témoignage de ces pièces d'orfèvrerie gigantesques, comme par exemple cette grande urne sur trépied, ou encore ces très grands vase, alors c'est la hauteur d'un homme. Et là, je vous ai mis un tableau à droite de Monnoyer, qui est conservé au musée du Grand Siècle à Paris, et qui représente, vous voyez, la même grande buire, une buire, ces grands vases d'orfèvrerie. Et ce que vous avez aussi au premier plan de représenter, ce sont des animaux de la ménagerie du roi. Donc, en fait, ces tapisseries des maisons royales, elles sont vraiment une espèce d'exposition de la richesse de Louis XIV, à la fois en termes de château, de demeure royale, mais aussi de collection. Donc, elles sont précieuses de ce point de vue-là, elles montrent la puissance de Louis XIV, mais également de par leur fabrication, puisqu'elles sont tissées en laine, en soie et avec des fils d'or. Donc, c'était des fils d'or dans la tapisserie, ce sont des fils qui sont entourés d'une sorte de petits serpentins. Alors, c'est un alliage, c'est pas de 24 carats, hein, il y avait quand même de l'or dedans. Et donc, il faut imaginer que là, notamment sur les pièces d'orfèvrerie qui sont représentées dans les tapisseries, toutes les parties que vous avez un peu en gris, comme ça, elles étaient scintillantes quand la tapisserie est tombée de métier. Donc, vraiment, on avait l'impression de richesse énorme quand on voyait ces tapisseries. Là, vous avez la devise de Louis XIV, la pluribus in par, on traduit souvent par à nul autre pareil, c'est la devise de la France. Alors, ces tapisseries, là, je rentre un peu plus dans des questions techniques. Ces deux grandes tapisseries, elles ont été produites sur des métiers de haute lisse. Qu'est-ce que c'est que la haute lisse? Alors, la lisse, ça peut écrire L-I-C-E ou L-I-2-S-E, les deux orthographes sont possibles. Ce sont des métiers qui sont verticaux. Et à droite, je vous ai mis une estampe extraite de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, parce qu'en fait, comme la technique n'a absolument pas changé jusqu'à aujourd'hui, on continue de montrer ces images qui sont très bien faites. Et vous voyez donc un artisan qui réalise une tapisserie. Et les fils que vous avez qui sont verticaux, ce sont les fils de chêne. Et entre ces fils de chêne, vous allez passer des fils de trame. Et vous allez recouvrir entièrement les fils de chêne de fils de trame. C'est-à-dire qu'on ne voit plus à la fin du tout les fils de chêne. C'est très différent d'un textile ordinaire où on voit les deux. C'est vraiment une technique de tissage très particulière. Et vous voyez que l'artisan tire en haut sur des petites cordelettes. Et c'est ça qu'on appelle des lisses. Je vais vous montrer une photo de deux lissières
travaillent actuellement dans nos ateliers. Vous voyez ces petites cordelettes en partie supérieure, chacune de ces cordelettes est reliée à une des deux nappes des fils de chaîne. Ce qui fait qu'en tirant sur les vis, vous croisez les fils entre les deux nappes. Et comme ça, vous ne pouvez pas faire passer votre fil de trame d'un côté et de l'autre. Et à la fin, votre tapisserie, elle est entièrement recouverte de motifs colorés. Donc ça, c'est vraiment une technique ancestrale. Hein. On a toujours la même. La seule différence, c'est qu'on peut faire des agrandissements photographiques des cartons. Et vous voyez, là, les lissiers, ils ont reproduit les grandes lignes en fait, de la composition. Et après, ils regardent leur travail, puisqu'ils travaillent sur l'envers, ils regardent leur travail dans un miroir. Donc, ils ouvrent les fils comme ça, et il y a un miroir de l'autre côté qui leur permet de voir la face avant de leur tapisserie. Et leur carton, c'est-à-dire un carton au départ qui représente la composition générale, et dans leur dos. Donc, ils ont aussi un miroir pour le carton qui est dans leur dos et un miroir pour voir de l'autre côté. Donc, ça demande une espèce de gymnastique cérébrale pour assurer la réalisation d'une œuvre comme ça. Alors, je vous disais, maintenant, je vais vous parler plus de la fonction diplomatique, parce qu'en fait, Louis XIV, quand il a produit toutes ses œuvres dans la manufacture des Gobelins, le but était de meubler les maisons royales, mais il y avait aussi une seconde raison, c'est que les Gobelins servaient de vitrine aux visiteurs étrangers. Moi, j'ai travaillé notamment sur un visiteur, un diplomate italien, un diplomate toscan, qui est venu au début du règne de Louis XIV, qui a vu toutes ces tapisseries sur les métiers, il était impressionné à la fois par la qualité des tissages et par la quantité d'or. Vraiment, le but, c'était d'impressionner les visiteurs étrangers en disant, ben voilà, moi, Louis XIV, je sais produire par moi-même des tapisseries. Et donc, ça a impressionné tout le monde. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'on produisait aussi des exemplaires de tapisseries pour les offrir aux visiteurs étrangers. Et donc, par exemple, Paul III de Médicis, qui est venu en 1669, est reparti avec une tenture entière aux armes de Louis XIV et 3 tapis sous le bras de 9 mètres. Mais le but, c'était vraiment d'imposer la prépondérance française en Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment un instrument politique majeur, la tapisserie, à cette époque-là. Et avoir une grande collection de tapisseries, c'était vraiment une marque de pouvoir en Europe, bien plus qu'une collection de peinture, hein, puisqu'il faut beaucoup plus de temps et ça coûte beaucoup plus cher de faire une tapisserie que de réaliser une peinture. Donc, le prestige de la tapisserie était bien plus élevé que le prestige de la peinture, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Et en plus, les monarques rachetaient leurs collections entre eux. Là, je vous montre un carton que vous devez sans doute connaître. Si vous connaissez bien les musées londoniens, c'est le fameux carton de Raphaël pour les actes des apôtres qui avait été réalisé pour Léon X au départ, mais qui avait été racheté par la cour d'Angleterre et qui avait été tissé dans une manufacture qui a eu une existence assez brève, qui était installée à l'ouest de Londres, qui s'appelait la manufacture de Mortlake. Et donc ça, c'est un tissage qui a été fait pour Charles Ier d'Angleterre, donc il y a les armes de Charles Ier, une très très belle bordure, vraiment magnifique. Et vous savez que Charles Ier s'est fait la tête. Donc après, sa collection a été vendue. Et Mazarin a racheté cette tenture, et ensuite Colbert a racheté à Mazarin, pour Louis XIV, la tenture de Mantelet. Donc voilà, l'idée aussi, c'était de montrer son pouvoir par des acquisitions très emblématiques comme celle-ci. Voilà, je vous montre juste aussi un autre dépôt qui est à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadrice, pardon, qui est une portière donc, qui a été produite à la même époque que les maisons royales. Qu'est-ce que c'est qu'une portière? C'est une tapisserie qui sert à se mettre devant une porte, parce que la fonction des tapisseries, c'était aussi de protéger des courants d'air. Hein, ça réchauffait l'atmosphère à une époque où on n'avait que la cheminée pour se chauffer. Et donc, c'était installé souvent sur une tringle, comme ça, puis on les tirait comme des rideaux. Voilà, donc quand vous voyez le terme de portière, c'est vraiment dire que c'était fait pour cette fonction-là. Alors, deuxième pas japonais, maintenant qu'on a vu la fondation des Gobelins, et deuxième œuvre en dépôt au Royaume-Uni, c'est une tapisserie de Beauvais, de la manufacture de Beauvais au XVIIIe siècle.
qui s'appelle La Lys et sa compagne, et qui a été tissé d'après un carton de Jean-Baptiste Oudry. Donc c'est vrai que je ne vais pas expliquer, mais en fait, vous avez, dans la réalisation d'une tapisserie, vous avez d'abord une première esquisse. Ensuite, vous devez faire un carton à l'échelle de la tapisserie. Hein, donc c'est réalisé sur toile comme une peinture. Et après, on coupe la toile en bande pour l'insérer dans le métier à tisser ou pour la mettre derrière le métier. Et c'est à partir de ce modèle que les lissiers tissent leur tapisserie. Et ce qui se passe au XVIIIe siècle, notamment à Beauvais, c'est qu'on va essayer de plus en plus, la tapisserie va essayer d'imiter la peinture. Elle va essayer d'être dans une sorte de mimétisme le plus poussé possible de la peinture. Et là, on voit très bien, en l'occurrence, dans cette tapisserie-là, puisque vous avez une composition qui déjà imite une peinture, ne serait-ce que par les bordures qui imitent un cadre doré. Vous voyez, on n'est plus du tout comme dans les bordures qu'on a vues tout à l'heure sur la tapisserie du XIV, vraiment un cadre doré comme une peinture de chevalet. Et ce qui est aussi très marquant, c'est que vous avez un nombre de couleurs, et alors malheureusement ça ne se voit plus aujourd'hui, impressionnant pour imiter toutes les nuances de la peinture. Et c'est une époque où on va tellement multiplier les couleurs, qu'on appelle des couleurs de petit teint, par opposition aux couleurs de grand teint qui étaient utilisées dans les époques précédentes et qui tenaient bien, qui étaient choisies vraiment pour tenir à la lumière, notamment qui étaient utilisées dans les premières tapisseries que je vous ai montrées. On va multiplier ces teintures avec des recettes plus ou moins artisanales et on se rend compte qu'avec le temps, ça ne tient pas. Et en fait, une fois que la couleur est passée en tapisserie, on ne peut plus revenir en arrière. Elle est passée et on ne peut pas la raviver. Donc là, on arrive vraiment à un moment de l'histoire de la tapisserie où on va aboutir à une sorte d'impasse, en quelque sorte, dans cette imitation presque trop forte de la peinture. Alors, un petit mot quand même du peintre qui a réalisé ce carton, qui était à la tête de la manufacture de Beauvais. Alors, je vous montre juste avant, pardon, la technique de la manufacture de Beauvais qui a été fondée juste après celle des Gobelins, dans la ville de Beauvais. Donc, c'était stratégique parce que c'était le chemin vers les Flandres. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir une manufacture qui fasse un peu barrage aux importations de tapisseries flamandes. Et c'était une manufacture privée, mais qui avait été encouragée par Colbert, puisqu'il essayait de développer l'industrie en France. Et la différence avec les Gobelins, c'est que c'est une technique de basse lisse, c'est-à-dire que les métiers sont horizontaux, non pas verticaux. Donc là, toujours une instance d'après Pedro et d'Alembert. Et donc là, vous voyez deux lissières qui travaillent. Donc, elles ont leur carton qui est placé juste en dessous des fils de chaîne. Et elles travaillent sur l'envers, ce qui fait que la composition est inversée. C'est la différence de la haute lisse. La composition tissée est dans le même sens que la composition peinte. Là, on a vraiment le carton qui est sous les fils et avec ce petit instrument en bois que vous voyez à droite, hein, à la lissière, elle remonte, elle colle en fait, elle attrape le carton et elle le colle au fil de chaîne pour être la plus précise possible dans la réalisation de sa traduction en tapisserie. Alors, un petit mot du peintre Jean-Baptiste Oudry, qui est un peintre du XVIIIe siècle fort célèbre, qui a été l'élève de Largillière. Largillière était un grand portraitiste, mais il a vite dit à son élève Jean-Baptiste, il lui disait: tu ne seras jamais qu'un peintre de chiens. Voilà, il faisait des portraits, il aimait beaucoup peindre les animaux, et il a fini par se spécialiser vraiment dans la peinture des animaux, en particulier des chiens. Il aimait bien peindre ce type d'animaux. Et d'ailleurs, là, à droite, vous voyez un tableau qui avait été commandé par le roi à Oudry de deux chiens anglais, qui est une commande royale. Et si je vous dis ça, c'est parce que si on a déposé cette tapisserie en Angleterre, c'est aussi parce qu'on sait que les Anglais sont très friands de ce genre de peinture, ce que le XVIIIe siècle avec des chiens. Il y a quand même une tradition de la peinture du chien dans la peinture anglaise. Et là aussi, l'idée, c'est de déposer des œuvres qui puissent parler au public anglais. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je me rends compte pour les tapisseries de Louis XIV, qui ont été déposées dans les années 30,
c'est qu'elles ont été déposées à un moment où les arts décoratifs français avaient une grande faveur, notamment au Royaume-Uni. Il y avait des grandes collections, des grands collectionneurs qui aimaient les arts décoratifs français, mais qui étaient un phénomène européen. Et c'est vrai que quand les œuvres ont été déposées, l'ambassadeur a écrit à l'administrateur du musée national et lui a dit je suis content qu'on dépose ces œuvres à l'ambassade de Londres, parce que de l'art français, il y en a partout à Londres, sauf à l'ambassade de France à Londres. Donc, quand vous voyez la Wallace Collection, par exemple, qui est évidemment une très grande richesse sur les arts décoratifs français. Hier encore, j'étais à Waddesdon Manor, qui est vraiment un temple des arts décoratifs français, des pièces extraordinaires qui sont mieux qu'à Versailles. Hein. Il a été racheté de cette collection qui a été partie à la Révolution. L'idée d'un dépôt, d'un point de vue diplomatique, c'est aussi de créer des liens avec le pays d'origine. Et donc, il y avait aussi une dimension mondaine dans le fait de mettre des œuvres qui plaisent aux Anglais pour créer du lien avec le pays dans lequel accueille l'ambassade. On ne va pas déposer une œuvre qui n'a rien à voir avec le pays dans lequel on est dans une ambassade. Le but, c'est vraiment de créer ce lien, qui a un côté mondain aussi, mais qui a une vraie question politique aussi. Et donc, voilà, je vais juste vous dire que la tapisserie de Beauvais, elle a connu vraiment une grande faveur au XVIIIe siècle, notamment parce que Oudry a été directeur de cette manufacture, il a fourni beaucoup de cartons, et il a eu l'idée notamment de traduire les fresques, les fables de La Fontaine en tapisserie, qui était très pratique parce que ça permettait, quand vous aviez une série de chaises, vous pouviez décliner toute une série de fables sur un même ensemble, et ça se faisait aussi sur les tapisseries. C'est un moment où, dans l'histoire des arts décoratifs français, on est dans des espaces beaucoup plus petits et où les grosses tentures, comme celles qu'on a vues tout à l'heure, elles étaient tellement énormes qu'elles ne se logeaient plus dans les intérieurs beaucoup plus cosy du XVIIIe siècle. Et donc, ce type de meubles et de tapisseries se vendait beaucoup mieux, et c'est ce qui a fait le succès de la manufacture de Beauvais au XVIIIe siècle, la tapisserie de siège. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, la tapisserie de siège a continué à la manufacture de Beauvais au XIXe siècle. Et là, je vous montre une autre pièce qui est en dépôt au Royaume-Uni, qui est dans le bureau de l'ambassadrice, qui est un paravent, d'après des cartons de Saint-Ange, qui est un grand cartonnier du XIXe siècle. Et voilà, c'est pour vous montrer un peu la déclinaison de la tapisserie d'ameublement qui peut prendre place sur des canapés, sur des fauteuils, sur des écrans de cheminée, sur des paravents. Voilà, c'est une déclinaison, et c'est vraiment la tapisserie d'ameublement qui a fait le succès de la manufacture de Beauvais. Alors, je vous disais qu'au XVIIIe siècle, on a essayé d'imiter la peinture dans la tapisserie, et qu'on avait fini par arriver dans une sorte d'impasse, et parce qu'on avait trop de ces petites couleurs là, qui passaient vite, et puis on avait oublié ce que c'était qu'une tapisserie. La tapisserie était complètement inféodée à la peinture. Et au XXe siècle, il y a eu une espèce de réaction face à ça, où on s'est dit, ben non, on va redonner à la tapisserie ses moyens d'expression propres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu tout un courant de restauration, de renaissance de la tapisserie, et qui a été notamment dans les manufactures d'Aubusson. Donc, un des exemplaires qui concerne un peu ce renouveau, c'est la tapisserie qui se trouve actuellement à Notre-Dame-de-France et qui a été tissée par un artiste qui s'appelle Don Robert, qui a une double vocation, qui est à la fois un moine et un artiste, un peu comme Fra Angelico, si vous voulez. Et Don Robert, il a vécu quelque temps au Royaume-Uni. En fait, il a commencé sa vie monastique à l'abbaye d'Ancalca dans le Tarn en 1930. Et puis, il est parti en Angleterre, dans le Devon, entre 1948 et 1957, dans l'abbaye de Buckfast. Voilà. Et c'est à cet endroit-là qu'il a composé ce modèle que vous voyez à gauche, qui est toujours conservé dans l'église. Il y avait eu accès au moment de mon inspection, qui est dans le presbytère. Et vous voyez d'ailleurs, quand la première intention d'un artiste et la réalisation en tapisserie, il peut y avoir des variations, notamment de couleurs.
pas trop dans la composition, en tout cas, les couleurs, ça peut énormément varier. Et Don Robert, c'est quelqu'un qui a découvert sa vocation d'artiste en rencontrant Jean Lurçat, qui est vraiment la figure à retenir, si vous voulez, pour le renouveau de la tapisserie au XXe siècle. Jean Lurçat, là, vous voyez deux compositions de Jean Lurçat. Et l'idée de ce renouveau de la tapisserie, c'était de redonner à la tapisserie son aspect mural. Jean Lurçat, il disait, une tapisserie, c'est une fresque tissée. C'est-à-dire que c'est le mur, c'est quelque chose de mural. Ce n'est pas une fenêtre comme un tableau qui s'ouvre sur un autre univers, comme l'avait défini Alberti à la Renaissance. C'est vraiment quelque chose de plat et c'est un textile, il faut le respecter comme quelque chose de plat. Et là, vous voyez, dans cette esthétique de Jean Lurçat, vous retrouvez toute l'esthétique médiévale, c'est-à-dire qu'on repart d'une période qui est considérée comme un âge d'or de la tapisserie, qui était la période de la fin du Moyen-Âge, 15e, 16e siècle, 15e siècle, et qui s'inspire des productions, notamment d'Aubusson. Là, je vous ai mis deux productions d'Aubusson du 15e et du 16e siècle, où on a à la fois ce qu'on appelle les mille-fleurs, c'est-à-dire ces tapisseries qui sont complètement couvertes en fait, de végétaux et d'animaux, où c'est ces verdures à feuilles de chou qui ont fait le succès des manufactures d'Aubusson. Vous voyez, là, l'espace est complètement ramené au premier plan. On n'a plus de perspective. On est vraiment sur quelque chose une sorte de couverture totale de l'espace avec les motifs décoratifs. Et ce sont souvent des animaux ou des végétaux. Don Robert, il va beaucoup s'inspirer de cette esthétique-là, comme Ursin, comme par exemple dans cette grande composition d'un champ, d'ailleurs, dit l'esthétique de l'œuvre, où vous avez un mélange d'animaux fantastiques, de végétaux, plus ou moins fidèles à la réalité. Mais le but, il avait une vocation aussi, une vocation religieuse derrière tout ça, c'est de célébrer la création, mais de manière humble, avec des ateliers, des artistes anonymes, etc. Et Don Robert, comme Lurçat, et comme Yves Milican dans le souvenir, ont produit toutes leurs œuvres de tapisserie, enfin, tous leurs cartons ont été produits à Aubusson. Alors, Aubusson, ce sont des ateliers privés qui se sont développés à partir de la fin du Moyen-Âge, et comme je vous disais, qui ont eu leur succès avec ces représentations de verdure. Et assez récemment, donc, la production a perduré, et c'est un patrimoine qui a été classé patrimoine immatériel de l'humanité. Donc la technique de Buisson, la technique de la tapisserie, qui est une technique de basse-lisse en fait, de Buisson, a été classée parce que l'État français a défendu ce classement, parce qu'on sentait qu'il y avait un savoir-faire qui était en train de disparaître. Et donc on a classé à la fois vraiment le savoir-faire des lissiers, la teinture, les cartonniers, tout ce savoir qui a été protégé par l'UNESCO donc en 2009. Vous voyez, hein, vous retrouvez l'esthétique des animaux fantastiques et des végétaux, le tout ramené au premier plan par Don Robert. Il peignait rarement des figures, c'était surtout des animaux et des végétaux. Et là, un personnage central, on peut croire, c'est à la fois la Vierge, c'est la nouvelle Ève, et c'est aussi une figure de la sagesse. Et la sagesse qui accompagne, là j'ai traduit un peu l'inscription latine dessus, qui accompagne Dieu dans la création du monde. Donc il y a toute cette dimension religieuse, évidemment, qui est ressuscitée ici dans cet art de la tapisserie. Alors ça, ce sont les jalons qui ont été les premiers jalons vers finalement l'abstraction, puisque quand on considère comme une tapisserie comme un espace, quelque chose de plat, où la perspective n'existe plus, et bien vraiment, on ouvre la voie à l'abstraction, et c'est là qu'on va retrouver Yves Milican. Parce que Yves Milican, il se trouve que lui aussi a été très inspiré par Jean Lurçat. C'est Jean Lurçat même qui a déterminé sa vocation de peintre cartonnier. Il a été, aujourd'hui il est peintre, mais il a été peintre cartonnier avant d'être un peintre à proprement parler. Donc là, je vous montre les images de la Maison Française. Donc cette tapisserie
Elle a été commandée au moment de la création de la Maison française actuelle. Et je vous lis juste un petit extrait d'une archive que j'ai trouvée au Mobilier National et qui parle un peu de l'objectif de l'ameublement de cette maison. De nouveaux bâtiments de dimensions assez vastes sont prévus depuis plusieurs années pour abriter la Maison française et lui permettre de rayonner comme elle le doit. La construction qui a débuté au printemps 1966 doit être achevée au cours de l'été 1967. Il apparaît donc de première urgence d'organiser l'ameublement et la décoration de la nouvelle Maison française d'une manière qui fasse honneur au goût français et au don de la création artistique de notre pays. D'autant plus que la Maison française bénéficie d'un très grand capital de sympathie parmi les universitaires et les étudiants d'Oxford. Elle est observée avec la plus grande attention et il en sera de même pour les réalisations architecturales et décoratives. Il importe donc de répondre dignement à l'attente de nos amis oxoniens et de témoigner hardiment des recherches menées aujourd'hui en France sur le plan des arts décoratifs. Et là, on arrive à une mission diplomatique qui est un petit peu différente de celle qu'on a vue tout à l'heure avec la tapisserie ancienne. On avait ce côté un peu mondain de montrer le patrimoine français, le patrimoine historique français. Là, on sent que l'idée, c'est de montrer que la France est à la pointe de la création dans le domaine de l'ameublement. C'est un petit peu différent. Montrer que la France est à l'avant-garde et les établissements étrangers permettent justement cette vitrine de la France à l'étranger. Alors, ça se situe dans un contexte très particulier qui est la création au Mobilier National de l'ARC, qu'on appelle l'atelier de recherche et de création, qui a été créé par Malraux, André Malraux. Et le but, alors l'ARC existe toujours, il produit beaucoup d'œuvres. Et le but, c'est que, en fait, à l'ARC, on prototype des meubles de design dont les modèles sont fournis par des designers extérieurs. Donc, ils sont sélectionnés, il y a une commission qui les sélectionne. Ils donnent leurs modèles, ils sont prototypés au Mobilier National et ensuite ils rentrent dans nos collections. C'est vraiment une idée de génie d'André Malraux, mais en fait, il continue ce que faisait Louis XIV, c'est que Louis XIV aussi, il produisait du mobilier contemporain. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu du mobilier contemporain, mais ça, c'était un petit peu, la création s'était un petit peu affaiblie au début du XXe siècle. On utilisait toujours nos vieux meubles de style, et tout d'un coup, il dit, bah non, la France, elle va recréer du design contemporain, et cet atelier était un peu le fer de lance de cette politique-là. Et parmi les œuvres les plus célèbres qui sont sorties de cet atelier, il y a notamment toutes les productions de Pierre Paulin pour l'Élysée sous les Pompidou. Vous savez que l'aménagement de l'Élysée a été extrêmement renouvelé à ce moment-là. Et là, vous avez notamment un fauteuil et une bibliothèque de Pierre Paulin qui ont été réalisés pour l'Élysée à l'Arc. Et puis là, je vous ai mis quelque chose de plus rigolo, mais c'est une chaise caddie qui a été créée aussi par là. Alors, je reviens à Yves Millecamp. Yves Millecamp, il est né à Armentières, dans le nord de la France, et il a eu une vocation de peintre cartonnier avant d'être peintre, de produire pour la tapisserie. Il venait d'une famille qui ne disposait pas du tout à faire de l'art, mais il a pris des cours du soir et il a fini par entrer à l'école des arts décoratifs de Paris. Et il a surtout rencontré Jean Mursat, donc le même qui avait déterminé la vocation de Don Robert, dont je parlais tout à l'heure. Et Jean Mursat l'a convaincu de devenir un peintre cartonnier. Et les premières œuvres d'Yves Millecamp sont très marquées par l'esthétique de Jean Mursat. Vraiment, on retrouve ces formes très géométriques, ce côté très plat, comme ça, ces flamèches qu'on retrouve très souvent dans le style de Mursat. Ça, c'est une tapisserie qui est dans nos collections d'Yves Millecamp. Et très vite, il va début des années 60, il va virer vers l'abstraction, ça s'appelle l'abstraction géométrique. C'est-à-dire une abstraction vraiment à un côté à la fois très, très sec, on pourrait dire, mais en même temps, la couleur rend la chose très chaleureuse. Et là, on voit une œuvre qui est une collaboration qu'il a faite avec son maître, Jean Mursat, pour la faculté des sciences de Rennes, les sciences physiques et chimiques. Et là, on voit donc le vis-à-vis entre l'œuvre de Mursat et l'œuvre de Millecamp dans cette faculté. Donc, on voit l'héritage du maître et puis l'élève qui est allé beaucoup plus loin, puisqu'il est allé vers l'abstraction, alors que Mursat était encore dans un côté très, très décoratif, très figuratif. Et ensuite, Yves Millecamp s'est tourné vers la peinture, donc il fait beaucoup de peinture à l'acrylique.
comme ça, très géométrique. Et là, c'est une composition pour la faculté de pharmacie de Paris. Mais la tapisserie de la maison française, elle témoigne vraiment des débuts de son abstraction géométrique et de leur traduction en tapisserie. Alors, Yves Milcan, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à justifier ses œuvres d'un point de vue philosophique ou théorique ou c'est quoi. C'est vraiment quelqu'un qui travaille sur les lignes et sur les couleurs, principalement. Et cette tapisserie-là, elle s'appelle Eurythmie. Et donc, eurythmie, ça veut dire, en fait, c'est l'harmonie des formes et des lignes. Donc, c'est presque un titre qu'on pourrait appliquer à toutes les peintures d'abstraction géométrique de Milcan. Mais on peut y voir quand même, on peut y projeter ce qu'on veut, c'est ça l'intérêt aussi de l'art abstrait, de l'art géométrique. Et moi, ce que je trouve très beau, et je trouve que cette tapisserie, elle convient bien à la Maison française d'Oxford, parce qu'on a toutes ces connexions, on pense à une sorte de réseau, à un réseau électrique ou un réseau comme d'un ordinateur ou même d'un cerveau. Et on a cette transversalité, en fait, des choses, des connexions, qui fait écho, à mon avis, à la transversalité des savoirs et à l'échange des connaissances dans une ville comme Oxford. Et je trouve que c'est particulièrement bienvenu et cette tapisserie, elle s'inscrit vraiment aussi dans le style du mobilier qui a été installé avec la tapisserie, donc des sièges sièges grain de café des Lalanne, hein, qui avait été au début fabriqué pour un fabricant une maison de fabrication de café, mais qui ont été repris et édités pour la maison française, et des grandes tables carrées qui sont des tables de Roger Legrand. Voilà, donc on a vraiment l'idée de faire un ensemble décoratif très contemporain dès la création de la maison française. Ce qui fait toute la valeur de cette œuvre, qu'elle soit contemporaine de la maison. Alors là, vous voyez, il y a la signature du Milcan, et au revers, vous avez la marque de Pinton, qui est un atelier d'Aubusson. Donc, toutes les tapisseries du Milcan, comme celle du Josaph, comme celle du revers, ont été fabriquées à Aubusson, qui a été vraiment le berceau de la renaissance de la tapisserie au XXe siècle. Je vous montre aussi un autre dépôt qui illustre l'abstraction géométrique dans le domaine de la tapisserie. C'est une proposition d'après Sonia Delaunay, qui est actuellement à l'Institut français dans la cage d'escalier, enfin dans le grand escalier qui monte, qui est très belle. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est plus facilement accessible que les tapisseries de 14 de la salle de base. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, le dernier pas japonais que je vous propose, c'est ce que j'ai appelé la tapisserie illusionniste. Alors, vous savez, en histoire de l'art, c'est souvent un mouvement de balancier. On va dans une direction, ensuite on va dans l'autre, on réagit, puis on réagit dans l'autre sens. Et cette dimension illusionniste qu'on avait avec Oudry au XVIIIe siècle, finalement, je trouve que depuis les années 90, on la retrouve dans beaucoup de tapisseries tissées aussi bien à Beauvais qu'au Gobelin. Et c'est le cas notamment des tapisseries d'Antonia Torti, qui se trouvent dans le hall de la résidence de l'ambassade de France à Londres, où vous voyez les lissiers cherchent vraiment à imiter la peinture, la marque, la matière de la peinture. On sent le pinceau, on sent le passage du pinceau, même les effets de bois que vous avez sur la tapisserie gauche. Donc là, on est vraiment dans l'idée que la tapisserie, elle cherche un peu à rivaliser avec la peinture parce qu'elle limite. On voit bien que ce n'est pas une peinture, parce que la tapisserie, c'est vraiment un textile, c'est quelque chose de flottant, c'est jamais d'ailleurs tendu comme une toile sur un châssis, hein, jamais. Ça doit rester libre, mais en même temps, il y a cette volonté de rivaliser comme dans une espèce de jeu mimétique avec la peinture. Je vous donne d'autres exemples pour que vous ayez une idée un peu de ce courant que j'appelle illusionniste de la tapisserie. Par exemple, cette tapisserie d'après Hans Hartung, où vous voyez là, vous sentez aussi les marques du pinceau, donc qui sont très présentes. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir l'artiste derrière. Le lissier est là pour traduire le geste de l'artiste. Et on s'inspire aussi d'autres médiums que la peinture, comme la photographie. Donc, à gauche, c'est bien une tapisserie que vous avez, hein, c'est pas une photographie. Donc là, on est vraiment dans une dimension très illusionniste qui cherche à reproduire l'effet de la photographie.
À droite, vous avez un carton qui est fait, qui a été fait à partir de photographies aériennes. Là aussi, vous avez cet effet de mimétique avec le réel, en fait, qui est très, très présent. Et on s'intéresse aussi à d'autres supports, comme par exemple l'image numérique. À gauche, vous avez une image, une photo qui a été pixelisée. Alors, c'est une photo qui est prise depuis l'atelier de tissage des Gobelins. Donc, Alicia, qui a tissé cette tapisserie, était en face de la fenêtre que vous voyez. Elle voyait à la fois le réel et elle tissait son œuvre en même temps. C'était un programme, on va dire. Et à droite, c'est une photo d'une installation qui a été traduite en tapisserie. Donc, c'est vraiment une tapisserie, ce que vous avez à droite, avec une installation avec des néons qui se reflètent sur la moquette du sol. Tout ça est traduit. Et si on peut se permettre aujourd'hui, comme au XVIIIe siècle, cette espèce de mimétisme très très précis et d'illusion, je voudrais vous parler de l'atelier de peinture qui se trouve au Gobelin, qui est un atelier magnifique parce qu'en fait, il crée des couleurs sur mesure pour chaque tapisserie. Donc vraiment, pour se rapprocher au maximum du carton de l'artiste, l'intention de l'artiste, on va choisir, créer des couleurs sur mesure. Et peut-être que vous connaissez Chevreul, donc, qui est l'inventeur du cercle chromatique. En fait, il a été directeur de cet atelier quasiment toute sa vie, en tout cas sa vie professionnelle. Et le cercle chromatique est né ici. Et aujourd'hui, nous avons un nuancier qu'on appelle Nîmes et qui répertorie toutes les couleurs qui ont été créées au Gobelin pour les tapisseries. Donc, il y a un système de classement des couleurs, il y a un colorimètre, enfin, c'est numérique en fait, mais ensuite c'est traduit concrètement dans la laine. Et vous voyez, à droite, vous avez la laine qui est présentée sur une surface plane. Donc ça, c'est pour choisir les couleurs pour les tapisseries. Ou qui est présentée dans des petits pompons que vous avez à gauche. Et ça, c'est pour les tapis. Parce qu'en fait, une laine teinte, si vous la voyez par le dessus ou si vous voyez sur le côté, la nuance n'est pas la même. Donc, pour pouvoir choisir la bonne couleur, on a besoin à la fois de ces petits pompons ou de ces petites plaquettes. Et c'est ce qui permet en fait la qualité aussi des tissages de la manufacture des Gobelins et du Beauvais et de la Sardaigne. Alors aujourd'hui, on ne fait plus pour revenir à l'aspect un peu diplomatique des tapisseries à l'étranger, on ne fait plus de cadeaux diplomatiques comme du temps de Louis XIV. On en a fait jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est arrêté sans doute parce que la mode de la tapisserie a passé aussi. En revanche, on fait des dépôts. Voilà, on fait des dépôts dans les institutions françaises pour diffuser ce savoir-faire français. Et on fait aussi des partenariats avec des pays étrangers. Et c'est le cas actuellement, on est en train de tisser une tapisserie pour la reine du Danemark. Voilà, donc ce sont des artistes danois, mais c'est un savoir-faire français, donc il y a vraiment une collaboration. Tout ça est financé par la Fondation Carlsberg. Et la grande tenture va être quasiment terminée cette année. Et elle fait travailler à la fois les ateliers des Gobelins, de Beauvais et d'Aubus. Voilà. Donc, je termine sur cette image du travail en cours de cette tapisserie de Danemark. Voilà, je vous remercie de votre attention.